Pourquoi les cartels colombiens sont impliqués dans 2 coups d'État en Haïti? Pourquoi la MINUSTAH n'a pas pu éradiquer les gangs en Haïti? Dans cette série documentaire, nous allons consulter les dossiers zombies pour analyser le témoignage d'un agent de renseignement de la MINUSTAH en Haïti sur la drogue, la politique, le crime organisé, les gangs après le départ d'Aristide en 2004. Cartel de cocaïne en Colombie et coup d'État en Haïti, Port-au-Prince, avril 2005. Je ne connaissais pas grand-chose à l'histoire récente d'Haïti, mais on m'avait dit qu'une violente rébellion avait contraint le président Aristide à l'exil. J'ai donc supposé que les Nations Unies avaient déployé des forces de maintien de la paix à Haïti en raison d'un conflit armé long et sanglant. Port-au-Prince ressemblait à Beyrouth après la guerre civile. La majeure partie de la zone métropolitaine avait l'air détruite. Mais après examen plus approfondi, il s'avérait que les rues de Port-au-Prince ne comportaient pas d'impact de mortiers ou de cratères de bombes comme dans d'autres zones de conflit. Port-au-Prince était en fait toujours une zone de conflit. La capitale était toujours aux mains de différents groupes armés. Les chimères contrôlaient les bidonvilles et les ex-militaires de l'armée ainsi que la police nationale haïtienne régnaient sur des parties des quartiers les plus riches de Port-au-Prince. Lorsque j'ai posé des questions sur la puissance de feu des groupes armés impliqués dans ce conflit, quelle ne fut pas ma surprise d'entendre qu'ils n'avaient pas d'armes lourdes, pas de lance-roquettes, pas de chars, pas même une mitrailleuse lourde. Non seulement ça avait été une guerre civile allégée, une sorte de version light de la guerre civile, mais un coup d'État à Haïti était généralement un événement très court. Si Port-au-Prince ressemblait à un champ de bataille, après un conflit armé long et brutal, c'était juste parce que les gouvernements n'avaient pas investi dans le pays ni entretenu l'infrastructure. Depuis qu'un gouvernement intérimaire avait pris le pouvoir en février 2004, les institutions publiques ne fonctionnaient plus. Mais l'ampleur de la détérioration et de la destruction que j'avais vue dans la capitale haïtienne ne pouvait être que le résultat d'un processus qui remontait au moins aux 15 dernières années. Les secteurs situés en contrebas de la ville étaient un gigantesque dépotoir, les routes avaient disparu à cause de l'érosion, emportées sous l'effet des inondations et partiellement impraticables, et les poteaux électriques étaient tous cassés. J'ai entendu à maintes reprises des Haïtiens appeler leur pays soit un État failli, soit un narco-État. Il fallait être aveugle pour ne pas voir qu'Haïti était un État en faillite, et non un narco-État pour lequel on s'attend à voir l'argent, un centre d'affaires florissant, avec ses routes de luxe et ses gratte-ciel. Un Haïtien m'a dit, au cours des premières semaines, qu'en Haïti, la perception ne correspondait pas à la réalité. Si je voulais comprendre ce qui se passait en Haïti, je devais être capable de distinguer clairement entre réalité et perception. J'avais également besoin de connaître l'histoire, du moins le passé récent, l'époque à laquelle Aristide était devenu président. Aristide portait l'espoir de la majorité de la population haïtienne qui avait soif d'égalité sociale lorsqu'il fut nommé président en 1991. Or, sa présidence prit fin au bout de 9 mois. Un coup d'État militaire dirigé par le général Raoul Cedras et le lieutenant-colonel Michel François en 1991 contraignit Aristide à s'exiler aux États-Unis, destituant son gouvernement dirigé par le Premier ministre René Préval. Aristide affirmait que la cause sous-jacente de ce coup d'État était son intention de mettre fin aux opérations de trafic de drogue pratiquées sous le manteau par le lieutenant-colonel Michel François, chef du renseignement militaire et de la police secrète. Mais les gens autour du lieutenant-colonel Michel François prétendaient, eux, qu'Aristide ne voulait pas du tout mettre fin au trafic de drogue. Il voulait juste mettre un terme à la coopération avec le cartel de Medellín, dirigé par Pablo Escobar, et signer une nouvelle alliance avec le cartel de Cali. Même si à l'époque Pablo Escobar était déjà sous forte pression des forces armées colombiennes et de Los Pepe, Michel François est resté fidèle à son ami, Pablo Escobar, et a pris le pouvoir à Aristide. Pendant qu'Aristide était en exil, des manifestations et des violences de rue ont empêché de nouvelles élections présidentielles et maintenu Aristide officiellement président élu. Une vague de boat people d'Haïti, qui était allé chercher refuge aux États-Unis, se révéla être un facteur important dans la décision de l'administration Clinton
de renvoyer Aristide en Haïti en 1994. Le retour d'Aristide ne devait pas être bien accueilli par tous les Haïtiens, ce que 300 Marines américains avaient réussi en 1915 lors de la première occupation américaine d'Haïti. 20 000 soldats américains s'en sont chargés en 1994 lors de l'opération Uphold Democracy. Ils ont fait respecter la démocratie. Le lieutenant-colonel Michel François et le général Cédras ont quitté Haïti. C'était maintenant à leur tour de s'exiler. Aristide était de retour en Haïti. Pablo Escobar avait été tué quelques mois plus tôt. Le cartel de Cali détenait désormais le pouvoir en Colombie et il est devenu le nouveau partenaire du gouvernement haïtien. Deux jeunes frères, Jacques et Hector Quétan, du sud d'Haïti, ont facilité la passation de pouvoir au nouveau cartel colombien et ont assuré la logistique du trafic de cocaïne pour les années à venir. Le retour d'Aristide en Haïti a immédiatement mis un terme à la crise des réfugiés. Jean Bertrand, Aristide a montré comment des masses de réfugiés, ou de boat people, utilisés à bon escient, pouvaient influencer les politiques intérieures et extérieures des pays concernés. Aristide était souvent dépeint comme un anarchiste, mais à mon avis, c'était un fin stratège qui savait planifier à long terme, et ses chimères lui ont permis de revenir en tant que président d'Haïti et d'y rester. Il est revenu avec une mission des Nations Unies dans sa valise, nommée MINUA, et des casques bleus ont remplacé les troupes américaines dans le pays. Le mandat de la mission était de moderniser l'armée haïtienne et de créer une nouvelle police nationale haïtienne, la PNH. Une fois de retour au pouvoir, Aristide a dissous l'armée haïtienne, les FADH. Chaque soldat du FADH est devenu un ex-FADH du jour au lendemain et avait perdu tout statut juridique, ainsi que ses prestations et droits à pension. Aristide n'était pas convaincu que ses efforts pour infiltrer l'armée avec ses partisans suffiraient pour empêcher de futurs coups d'État et a préféré faire face à des milliers d'ennemis privés de leur statut juridique. Comme il y avait des troupes militaires des Nations Unies dans le pays, il pouvait attendre que la nouvelle force de police haïtienne soit établie avec des officiers fidèles. Le lieutenant-général Michel François, alias Sweet Mickey, a été exilé au Honduras via la République dominicaine et inculpé par contumace par les États-Unis pour avoir exporté 33 tonnes de cocaïne aux États-Unis. On a estimé que la quantité annuelle de cocaïne transitant de Colombie à Haïti avoisinait les 50 tonnes et augmentait. Là où Pablo Escobar avait 3 entrepôts à Haïti, le cartel de Cali en avait des centaines. Aristide avait hérité du système en place, c'est-à-dire tous les hommes qui contrôlaient et supervisaient le trafic de drogue, même s'ils avaient été accusés de graves violations des droits de l'homme contre ses propres partisans. Yuri la Tortue en était un jeune officier militaire qui travaillait directement sous Michel François dans le renseignement militaire et était connu pour sa brutalité contre les chimères. Mais ses connaissances et ses contacts avec l'opération d'import-export colombienne ont rendu ses services nécessaires au Palais national. Aristide a également gardé les frères Quétan, Jacques et Hector en charge de la logistique. Ils assuraient désormais le transit de la drogue d'Haïti aux États-Unis et facilitaient la distribution en Floride et à New York via les membres de leur famille élargie. La police nationale haïtienne, nouvellement créée, est devenue peu à peu la force armée représentant Aristide et a remplacé la force multinationale sous mandat des Nations Unies après l'élection réussie de l'ami et allié politique d'Aristide, René Préval, en 1996. La constitution haïtienne de 1987 interdit 2 mandats consécutifs en tant que président. Aristide devait donc attendre mais serait de nouveau éligible à la présidence en 2000. L'histoire aux élections présidentielles de 2000 ne reposait plus sur l'espoir de la majorité des Haïtiens cette fois. Elle reposait sur la force obscure de ces chimères qui contrôlaient les bidonvilles fortement peuplés de Port-au-Prince et lui fournissait le nombre d'électeurs nécessaires. Il avait aussi perdu confiance en la plupart de ses officiers supérieurs de la police nationale haïtienne qui souhaitaient renégocier l'accord avec le cartel colombien de Cali et remplacer Aristide à la tête de l'État. Dans la crainte d'un nouveau coup d'État,
Aristide a lancé des mandats d'arrêt contre les traîtres présumés qui avaient fui de l'autre côté de la frontière vers la République dominicaine. Ces chimères l'ont nommé président et sont devenus sa force de sécurité la plus fiable durant ces dernières années au pouvoir. Il faut préciser qu'Aristide a gagné les élections de 2000 par un vote populaire incontestable. Mais ces élections étaient boudées par toute la classe politique haïtienne qui contestait les irrégularités survenues lors des élections législatives de mai 2000. Seuls quelques officiers fidèles de la PNH sont restés dans son entourage. La période 2000-2004 a été marquée par la terreur que faisaient régner les chimères dans tout Port-au-Prince et la frustration croissante que ressentaient les gens du secteur privé, les entrepreneurs, mais aussi la population. En 2003, de nombreux proches d'Aristide ont été arrêtés pour trafic de drogue et extradés vers les États-Unis. Des millions de dollars américains ont été saisis sur leurs comptes bancaires personnels. Le magazine Forbes a estimé la richesse d'Aristide à 800 millions de dollars américains, c'est tout dire. C'était Aristide et ses proches qui tiraient le profit du commerce de la cocaïne, pas Haïti, comme l'affirmaient les fidèles partisans d'Aristide, y compris l'un de ses anciens gardes du corps à qui j'ai parlé des années plus tard. Je travaillais sur un cas d'enlèvement très médiatisé et j'espérais obtenir des renseignements précieux d'un ancien officier de la PNH qui protégeait Aristide en 2003. Il insistait sur le fait qu'Aristide n'avait jamais été impliqué dans le trafic de drogue. L'ex-PNH était très sérieux. Il affirmait qu'il n'avait jamais été témoin de quoi que ce soit, montrant qu'Aristide était impliqué dans le trafic de drogue quand il assurait la sécurité d'Aristide. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, il m'a répondu en roulant des yeux et en souriant « Tout le monde faisait du trafic de drogue, mais pas Aristide. » Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, il m'a répondu en roulant des yeux et en souriant « Tout le monde faisait du trafic de drogue, mais pas Aristide. Il disait juste aux trafiquants de drogue « Un avion pour vous, un avion pour le pays, un pour vous, un pour le pays, et ainsi de suite. » Il faisait référence aux avions atterrissant avec de la cocaïne sur le sol haïtien. Aristide a seulement veillé à ce que les trafiquants de drogue peinent leur juste part au pays. En effet, près d'une dizaine de hauts gradés de la police nationale et d'autres membres influents du gouvernement du président Aristide ont été inculpés par les Américains pour le trafic illicite des stupéfiants. Jacques Quétan a déclaré durant son procès en 2003 qu'il avait payé 500 000 $ américains à Aristide pour chaque avion de cocaïne atterrissant à Haïti. Cela expliquait la fortune estimée d'Aristide, mais cela ne prouvait pas qu'il était impliqué dans le trafic de drogue. Selon son ancien garde du corps, Aristide n'a jamais activement déplacé de la drogue. Les gens l'ont fait pour lui. C'était Aristide qui faisait la loi, et il était au-dessus des lois. Je n'en revenais pas d'entendre un ancien policier interpréter la loi de cette façon et justifier ainsi l'innocence d'Aristide, mais je n'aurais pas dû être surpris. S'il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas eu de délit. Le même principe était appliqué au blanchiment d'argent. Le concept d'intention et d'action criminelle était inconnu à Haïti, qui faisait tourner un immense supermarché sans clients, mais avec des millions de dollars selon les registres officiels. Peut-être parce qu'on ne tenait pas ces registres officiels pour les autorités haïtiennes, mais pour justifier aux autorités américaines la possession de comptes en banque et de villas en Floride. C'est alors que j'ai commencé à comprendre que le trafic de drogue jouait un rôle essentiel dans la politique haïtienne. Malheureusement, l'argent qu'il générait n'était pas investi dans le pays. J'ai également compris qu'Haïti n'avait pas été détruite par une guerre civile. Les institutions gouvernementales s'étaient appliquées avec méthode à détruire le pays au fil des années. Puis je me suis demandé pourquoi les casques bleus étaient déployés à Haïti, car les sections militaires de l'ONU étaient généralement très coûteuses et on ne les déployait que dans des zones où il y avait vraiment la guerre. Le budget annuel de la MINUSTAH dépassait 500 millions de dollars. Aucun incident violent n'y était signalé. Qu'est-ce qui justifiait notre présence à Haïti alors? On m'a dit que la PNH ne pouvait pas gérer les chimères. La PNH en 2005 n'était qu'une petite partie de la force initiale établie lors de la dernière mission des Nations Unies en 1996. En 2000, de nombreux officiers de haut rang de la PNH,
qui supervisaient et assuraient la protection du trafic de cocaïne, avaient perdu la confiance d'Aristide et avaient été exilés à la République dominicaine. En 2004, de nombreux officiers de la PNH qui étaient restés auprès d'Aristide ont été arrêtés pour trafic de drogue après son départ ou renvoyés de force pour irrégularité. La perte d'officiers de la PNH lors d'affrontements avec des chimères ou des ex-FADH les avait réduits à la force qu'ils étaient en 2005. La MINUSTAH s'est révélée très importante pour le pays. Haïti, en tant que membre des Nations Unies, versait une contribution annuelle de moins de 10 000 $ américains. En échange de cette contribution symbolique, Haïti reçut une force militaire des Nations Unies. Le calcul derrière ces énormes budgets de mission et leur raison d'être était que la destruction de l'économie d'un pays pendant une longue guerre civile coûtait encore beaucoup plus cher qu'une force de maintien de la paix. Mais le conflit en Haïti n'a pas été une longue guerre civile. La plupart des affrontements violents ont été très courts et ont eu lieu en dehors de la capitale. La première grande ville conquise par les rebelles a été les Gonaïves en février 2004, quelques jours avant le départ d'Aristide. Conquise en termes haïtiens, c'est-à-dire qu'ils ont pris le contrôle des commissariats de police de la ville, ce qui n'était pas un vrai défi, car le soutien à Aristide aux Gonaïves était très limité. Il n'y avait pas d'importants groupes lourdement armés qui s'affrontaient et devaient être séparés pour qu'on puisse signer un accord de paix. Ces gangs ou ces milices étaient des groupes armés illégaux avec des armes légères d'infanterie. Et la plupart de ces groupes étaient rassemblés à Port-au-Prince ou aux alentours. Le reste du pays était très calme et presque aucun incident violent n'y était signalé. Qu'est-ce qui justifiait notre présence à Haïti alors? On m'a dit que la PNH ne pouvait pas gérer les chimères. La PNH en 2005 n'était qu'une petite partie de la force initiale établie lors de la dernière mission des Nations Unies en 1996. En 2000, de nombreux officiers de haut rang de la PNH qui supervisaient et assuraient la protection du trafic de cocaïne avaient perdu la confiance d'Aristide et avaient été exilés à la République dominicaine. En 2004, de nombreux officiers de la PNH qui étaient restés auprès d'Aristide ont été arrêtés pour trafic de drogue après son départ ou renvoyés de force pour irrégularité. La perte d'officiers de la PNH lors d'affrontements avec des chimères ou des ex-FADH les avait réduits à la force qu'ils étaient en 2005. La MINUSTAH s'est révélée très importante pour le pays. Haïti, en tant que membre des Nations Unies, versait une contribution annuelle de moins de 10 000 $ américains. En échange de cette contribution symbolique, Haïti reçut une force militaire des Nations Unies de 7 000 soldats, plus de 1 000 policiers des Nations Unies, des hélicoptères, des véhicules et de nombreux membres du personnel civil. Des milliers de membres du personnel des Nations Unies ont été déployés dans le pays pour vivre et dépenser de l'argent en Haïti. Tous les investissements internationaux étaient partis il y a des années en raison du pourcentage insensé qu'Aristide exigeait. Il semblait qu'Aristide ne demandait pas seulement aux trafiquants de drogue une part très élevée pour le pays, mais également à toute autre entreprise. L'insécurité et les infrastructures inexistantes dans le pays ont peu à peu éloigné les investissements internationaux. Le plan semblait simple. La MINUSTAH assurait la sécurité et l'aide étrangère payait les entreprises haïtiennes pour construire les infrastructures. C'était une excellente affaire pour les entreprises haïtiennes. Ils ne devaient pas entretenir la force de la MINUSTAH avec l'argent du pays. Et maintenant, ils étaient payés pour reconstruire l'infrastructure haïtienne qui n'avait pas été entretenue parce qu'ils n'avaient pas non plus payé d'impôts. La destruction des infrastructures haïtiennes était un investissement à long terme sans risque et sans concurrence des entreprises internationales en raison de l'insécurité. Le processus d'appel d'offres pour ces contrats de construction pouvait rester au sein des familles d'affaires haïtiennes. J'ai commencé à comprendre pourquoi on disait que les contrats étaient trop chers et avaient peu de chances d'être mis en œuvre. Gus a été le premier à me déconseiller de faire des affaires à Haïti et m'a raconté ce qui leur était arrivé à Jim et à lui quand ils cherchaient des bureaux ainsi que des campements pour les troupes militaires des Nations Unies. Gus et Jim s'arrêtaient dès qu'ils voyaient un truc convenable. Un jour, ils se sont arrêtés dans un hôtel près du Palais National. L'hôtel
comme la plupart des hôtels en parfait état de marche à Haïti, n'avaient pas de clients. Lorsque Gus et Jim ont visité l'hôtel lors de leur patrouille, le propriétaire est venu les accueillir. Après avoir pris connaissance de leur mission, il s'est excusé une minute, il est allé à son bureau et il est revenu avec une boîte. Il l'a posée devant eux sur la table et leur a dit qu'il y avait 100 000 $ à l'intérieur et qu'il laissait à leur appréciation d'accorder ou non une habilitation de sécurité pour que son hôtel devienne une future installation des Nations Unies. Gus et Jim étaient stupéfaits, mais le propriétaire leur a expliqué que ce n'était pas une insulte. C'était ainsi que les affaires se faisaient à Haïti. Outre le côté immoral de l'offre, Gus et Jim ne pouvaient décemment pas mettre en danger la sécurité des membres du personnel des Nations Unies, car la zone était bien trop dangereuse à l'époque pour être considérée comme un site des Nations Unies. Gus m'a raconté cette histoire peu de temps après mon arrivée, pour que je sache que de telles méthodes existaient et qu'il était facile de se laisser acheter à Port-au-Prince. Pour ces personnes-là, Haïti était en fait un narco-État en parfait ordre de marche, pas un État en faillite. Mais en fin de compte, nous venions tous ici pour la même raison, améliorer les choses pour la majorité des Haïtiens qui vivaient dans la misère et l'insécurité. Une fois que nos forces militaires des Nations Unies en auraient terminé avec les gangs criminels, le pays pourrait commencer à se reconstruire et à reprendre le dessus. L'armée de la MINUSTAH avait été déployée avec un mandat agressif qui lui permettait de mener des opérations militaires. Le gouvernement intérimaire comptait sur l'armée des Nations Unies et ses actions militaires, car la police nationale haïtienne n'avait pas la force de maintenir un gouvernement en place. Par conséquent, les politiques ne se mêlaient pas de ce que faisaient nos forces militaires lors de leurs opérations contre les groupes armés illégaux. Mais comme ces groupes armés opéraient dans des zones très peuplées, il y avait une très forte probabilité de pertes civiles. Ni la police, ni les militaires. Certes, Haïti ressemblait à un État failli, mais le nombre de SUV de luxe hors de prix qui circulaient à Port-au-Prince prouvait que Haïti fonctionnait plutôt bien pour certaines personnes. Pour ces personnes-là, Haïti était en fait un narco-État en parfait ordre de marche, pas un État en faillite. Mais en fin de compte, nous venions tous ici pour la même raison, améliorer les choses pour la majorité des Haïtiens qui vivaient d'arts militaires de trité. Une fois que nos forces auraient terminé avec les gangs criminels, le pays pourrait commencer à se reconstruire et à reprendre le dessus. L'armée de la MINUSTAH avait été déployée avec un mandat agressif qui lui permettait de mener des opérations militaires. Le gouvernement intérimaire comptait sur l'armée des Nations Unies et ses actions militaires, car la police nationale haïtienne n'avait pas la force de maintenir un gouvernement en place. Par conséquent, les politiques ne se mêlaient pas de ce que faisaient nos forces militaires lors de leurs opérations contre les groupes armés illégaux. Mais comme ces groupes armés opéraient dans des zones très peuplées, il y avait une très forte probabilité de pertes civiles. Ni la police, ni les militaires des Nations Unies n'avaient l'expérience, le temps ou les moyens sur place pour établir un réseau de renseignement essentiel au succès des opérations. Les forces de la MINUSTAH tenaient leurs renseignements du directeur général de la police nationale haïtienne. Il n'a jamais révélé sa source d'information, mais celle-ci semblait très précise.